Une chanteuse des rues surprend le jury avec une voix à couper le souffle. C'est le genre de titre qui s'écrit vite, qui traverse les flux et s'éteint parfois tout aussi vite. Mais cette nuit-là, la phrase aurait dû retenir son souffle. Il y avait la pluie, une guitare usée et une poche vide, et quand Luna a chanté, rien n'est resté comme avant. La pluie tambourinait contre le trottoir comme une horloge qui compte les secondes perdues. Luna tenait sa guitare comme on tient un cœur, contre soi, fragile mais vivant. Sa photo, en noir et blanc, coinçait entre les cordes, effacée par les années et les intempéries, devenue un petit phare privé. Le carton sur lequel elle avait écrit son prénom reposait sur ses genoux. Les passants glissaient, certains donnaient une pièce, d'autres détournaient le regard. La rue était sa scène depuis longtemps, non par choix, mais par la force des jours. Paul la connaissait depuis 3 hivers. Il venait souvent avec du café chaud et des sandwichs pour ceux qui attendaient le métro. « Elle a des chansons qui restent dans la gorge », disait-il en souriant, les mains encore tièdes du paquet qu'il tenait. Karim et Elena apportèrent parfois une couverture, une ampoule, pour réparer une corde cassée. Sophie la croisait parfois à la sortie d'un service pour sans-abri, s'arrêtait, écoutait et continuait sa route en emportant une mélodie qui lui restait au fond du sac à main. Il formait autour de Luna un tissu de petites attentions, fragiles mais réelles. Luna avait appris à reconnaître la ville à travers ses sons. Les claquements des portes de tram, la respiration des bus, les conversations qui s'éteignent au feu rouge. Elle chantait des chansons qu'elle avait tressées avec la mémoire, des refrains volés à la radio, des couplets inventés à l'abri d'un Porsche. Sa voix, quand elle modélait les mots, pouvait ressembler au froissement d'un journal ou au silence chargé d'un petit matin. Pour ceux qui l'écoutaient, il y avait toujours ce moment où tout le reste s'effaçait. Un soir, un coup de fil inattendu est arrivé. Une équipe d'un concours télévisé voulait l'inviter à chanter sur une grande scène. Pour Luna, c'était une porte qu'on n'ose plus pousser. Pour ses amis, c'était un pari risqué. Certains y virent une opportunité sincère, d'autres pressentirent une mise en scène. Antoine, le producteur en charge, parlait avec la voix propre à ceux qui savent calculer une image. Moins de mots, plus d'effets. Il décrivit la scène, l'éclairage, la place qu'occuperait l'émotion. Paul fronça les sourcils. « Faites attention », dit-il, sans complètement savoir à qui il parlait. La courbe morale de cette invitation était déjà écrite dans les gestes de la production. En coulisses, on plaça un plat soigneusement disposé près de Luna, comme un accessoire dramaturgique. On murmurait des consignes, accentuer la vulnérabilité, évoquer la vie dans la rue, chercher la connivence du public. Certaines personnes dans l'équipe se sentirent mal à l'aise, d'autres trouvèrent naturel d'optimiser un récit pour toucher des millions. C'était la frontière entre aide et exploitation. On tend la main, oui, mais on pèse la détresse au rythme des caméras. La préparation fut brève et pleine d'ambiguïté. On lava vaguement les cheveux de Luna, on la maquilla sans violence, on posa un vêtement un peu plus propre, comme on change un décor pour mieux vendre une scène. Karim attendait en retrait, les yeux sombres, la main sur l'arrière de sa nuque. Elena ajusta la sangle de la guitare et souffla « Tu es prête, chante pour toi avant tout ». Dans ces instants, on sentit la tension, la bienveillance qui protège et la mise en scène qui instrumentalise se côtoyaient, parfois dans le même souffle. Sophie, invitée comme jurée mais d'abord sceptique, avait toujours eu un faible pour la musique vraie. Elle ne savait pas encore qu'elle allait devoir affronter un mélange de conscience professionnelle et d'émotions brutes. « On peut t'aider sans déshumaniser », avait-elle murmuré en coulisses, plus à elle-même qu'aux autres. Son regard oscillait entre la caméra et la femme qui s'asseyait, guitare sur les genoux, prête à offrir ce qu'elle savait faire de mieux. Le public monta en crescendo. Les lumières devinrent plus nettes. La salle, chauffée par des projecteurs, semblait un autre monde que le trottoir humide. On entendait les techniciens chuchoter, vérifier les micros, régler le son. Antoine, depuis la régie, observait l'écran et calculait l'angle le plus rentable pour la prochaine coupure. Il parlait d'émotions vendables, avec la même précision que l'on parle d'audimétrie. Mais une chose restait hors de son contrôle, la vérité d'une voix.
Il y eut une première remarque tranchante d'un membre distant du jury, un rire étouffé qui chercha la dérision. Le public rit aussi, gêné, comme pour remplir un silence inconfortable. Ce fut une tentative de mise à distance, une manière de dire « Voici le spectacle, rions de la faiblesse ». La mise en scène allait-elle se dérouler comme prévu? Tout semblait tenir sur le fil d'un rire. Luna prit une respiration. On aurait dit qu'elle mesurait les notes avec les doigts, qu'elle calculait la distance entre la douleur et la mélodie. Elle posa son pouce sur la première corde et fit vibrer l'air comme on effleure un souvenir. Au début, sa voix était petite, fragile, comme une bougie qui hésite dans le vent. Ensuite, quelque chose se passa. La corde devint colonne, la note s'éleva, le timbre s'épaissit, et chaque mot fut habité. La salle se tut. Le silence fut la première révélation. Quand une pièce entière retient son souffle, on mesure ce que la musique peut faire. Elle suspend le jugement, elle invite à l'écoute. Les rires s'éteignirent comme on éteint une lumière qu'on n'ose plus rallumer. Les caméras continuèrent de tourner, mais l'image n'était plus la chose centrale. C'était la voix qui tenait l'écran. À mesure que Luna avançait dans sa chanson, les images qu'elle peignait vibraient sous la peau des spectateurs, des matins froids, des poches vides, des visages tendus, mais aussi des gestes d'amour minuscules. Un café offert, une couverture prête. Sa voix possédait ce mélange rare de fragilité et de puissance qui brise les mécanismes de préjugés. Sophie sentit une torsion dans sa poitrine, une reconnaissance difficile à habiller en profession. Elle se tourna vers ses collègues, cherchant une explication, ou peut-être simplement un regard qui dise « Oui, nous sommes touchés ». La rupture fut nette lorsqu'un juré, qui avait souri au début, baissa la tête. On lisait dans son visage la surprise première, puis la honte. Les notes de Luna n'avaient pas seulement ému, elles avaient mis à nu la mécanique qui voulait l'exposer. Antoine, depuis la régie, resta immobile un instant. Il venait de mesurer, en une fraction de seconde, la fêlure entre son plan et la force de la vérité. La production, habituée à orchestrer l'empathie, se trouva sans partition. Les réactions se succédèrent, rapides comme une chute de dominos. Le public applaudit, d'abord timide, puis puissant. Des larmes perlèrent sur des joues que la caméra n'aurait pas toujours montrées si la mise en scène avait suivi son cours. Les réseaux sociaux s'enflammèrent dans l'heure qui suivit. Extraits, commentaires, partages. Ce fut une propagation humaine, pas seulement digitale. Dans les 24 à 72 heures qui suivirent, selon les éléments rapportés par ceux qui ont suivi l'affaire, des milliers de messages affluèrent, demandant des comptes et offrant des soutiens. La viralité apporta une double lumière. De l'espoir, car des voix s'élevèrent pour protéger Luna et d'autres dans des situations similaires, mais aussi de l'indignation, car la mécanique de l'émotion avait été mise en lumière. On parla de manipulation, de pratiques journalistiques discutées et de responsabilité morale. Certains sponsors du programme mirent la pression sur la production. Des associations locales commencèrent à organiser des collectes. Des donateurs anonymes contribuèrent pour réparer la guitare de Luna, remplacer les cordes, acheter un étui. Les actes concrets arrivèrent, pas seulement les phrases de condamnation sur les réseaux. Paul fut l'un des premiers sur place après l'émission. Dans un court message, il confia « Quand je l'ai entendu, j'ai arrêté de respirer. Ce n'était pas seulement la voix, c'était tout ce qu'elle portait. On n'avait pas besoin d'un écran pour savoir qui elle était. » Sophie, la jurée, publia plus tard une brève déclaration. « Je suis venu avec des a priori. J'ai entendu la vérité. J'ai demandé pardon à voix haute. » Ces micro-témoignages permirent d'humaniser les points de vue divergents. Il n'y avait pas que des accusateurs ou des bienfaiteurs, mais des personnes qui évoluaient face à l'évidence. La production organisa ensuite des réunions de crise. Antoine prit la parole, dans un échange enregistré par la presse. Il expliqua la logique d'Audimat et reconnut des maladresses dans certaines directives. Son discours ne fut pas une confession complète, mais il montra une compréhension du mal causé et déclara son intention de coopérer à des actions réparatrices. Certains l'accueillirent avec scepticisme, d'autres demandèrent des gestes tangibles.
Le processus de médiation s'engagea alors, porté par des associations et par des représentants du concours. Là encore, le récit suivit une chronologie simple. Questions publiques, demande de transparence, proposition de réparation. Les premières mesures concrètes apparurent dans les 2 semaines suivantes. Selon les sources qui ont suivi l'affaire, des engagements financiers furent pris pour financer des ateliers musicaux destinés à des personnes en situation de rue. Un fonds fut créé pour soutenir l'achat d'instruments et la réparation d'équipements. Une cagnotte spontanée permit l'accès à un accompagnement administratif pour Luna. Aide à l'obtention de documents, suivi médical et accompagnement social. La guitare fut réparée, puis remplacée par une autre plus solide, offerte par une école de musique locale. Ce n'était pas une célébrité instantanée, mais un tissu d'aide concrète qui commença à se tisser. Luna vécut cette période comme une succession d'étapes délicates. L'attention médiatique était parfois lourde, parfois bienvenue. Elle accepta d'abord l'aide précautionneusement, à la manière d'une personne qui apprend à faire confiance. Les ateliers proposés lui permirent de prendre la mesure de ses talents dans un cadre bienveillant. Elle rencontra d'autres musiciens en difficulté, partagea ses chansons et apprit à écrire autrement, à donner une forme durable à ce qui était auparavant un cri nécessaire au coin d'une rue. Peu à peu, la communauté se transforma. Le centre d'aide qui avait pris contact organisa des sessions de formation pour les personnes en situation de rue. Techniques de chant, bases administratives, ateliers de réparation d'instruments. Marie, une bénévole, raconta « On n'a pas sauvé une vie en une nuit, on a déclenché des envies, on a ouvert des portes. » Les dispositifs mis en place avaient pour objectif de pérenniser l'accès à la musique et à l'expression, pas seulement d'offrir un pansement médiatique. La question éthique resta centrale. Des audits internes à la production furent annoncés. Des chartes de bonnes pratiques commencèrent à être discutées au sein de plusieurs émissions. Des propositions émergèrent. Signaler clairement quand une situation est présentée au public, respecter la dignité des personnes filmées, associer les structures sociales à toute opération qui les concerne. La parole publique se transforma progressivement. Au lieu de se contenter d'un coup d'émotion, on demanda des garanties de soutien et des engagements durables. Dans les semaines qui suivirent, certains sponsors se retirèrent, soit pour désolidariser leur image, soit par pression publique. D'autres, en revanche, mirent la main à la poche pour financer des projets concrets. Les tensions affleurèrent. Qui devait payer et à quel titre? Qui assumait la responsabilité morale? Les débats furent vifs mais nécessaires. Au cœur de ces discussions, la voix de Luna continuait de résonner, non plus seulement comme un fait divers, mais comme un catalyseur d'interrogation sur la manière dont on raconte la fragilité humaine dans les médias. Sur le plan personnel, Luna connut des avancées palpables. Elle signa un accord avec le centre pour suivre une formation continue, participa à des concerts locaux et anima des ateliers pour des enfants et des adultes. Son agenda n'était pas celui d'une star hollywoodienne. Il ressemblait plutôt à celui d'une artiste qui se construit dans la durée, entourée d'une petite équipe. Paul, Karim, Elena, Sophie et quelques autres. Elle accepta de donner des cours de chant dans un foyer de quartier, avec une patience étonnante. Sa guitare, réparée, devint un outil de transmission. La transformation n'effaça pas les jours difficiles. Luna resta sensible aux intempéries, aux périodes sans billets d'appoint, mais elle gagna quelque chose d'essentiel, des perspectives et des soutiens concrets. Elle s'investit dans la création d'un collectif artistique local, où d'anciens habitants de rue trouvaient une tribune pour leur création. Les ateliers donnèrent lieu à des mini-concerts, parfois dans des salles municipales, parfois dans des centres sociaux. Les fragments de vie qui autrefois se cantonnaient au trottoir furent mis en musique et écoutés. Sophie, qui avait initialement porté un regard critique, devint une alliée. Dans un entretien, elle confia « Ce que j'ai appris, c'est que l'écoute change tout. Je ne suis plus la même jurée. » Paul continua son engagement discret, préférant la chaleur d'une main tendue à l'éclat des projecteurs.
Antoine, quant à lui, participa à des tables rondes sur l'éthique médiatique, parfois mal à l'aise, parfois sincère dans son désir d'apprendre. Il témoigna « On a franchi une ligne sans la voir, il faut des garde-fous ». Les changements prirent des formes variées. Création d'un fonds pour la réparation d'instruments, ateliers réguliers, conventions entre médias et associations locales pour garantir la dignité des personnes filmées. Une charte éthique fut rédigée collectivement, non comme un costume de bonne conscience, mais comme un document pratique, avec des engagements concrets sur la manière de présenter des récits humains. Les discussions portèrent également sur la transparence, informer les personnes concernées sur l'usage de leur image et associer des accompagnements sociaux à toute opération de visibilité. Le récit de Luna devint un cas d'école, non parce qu'il apportait des solutions toutes faites, mais parce qu'il posa des questions urgentes. Il montra qu'une image peut ouvrir des portes, mais que la réparation exige du temps et de l'organisation. Il rappela que la musique a ce pouvoir singulier de créer de l'empathie sans instruction. Quand on entend une voix vraie, on est seul juge de sa propre émotion. Aujourd'hui, Luna enseigne. Sa voix a gardé le tranchant qui surprend. Elle a appris aussi à respirer pour durer. Elle organise des séances où chacun apporte son instrument, sa parole, sa mémoire. Les enfants de l'atelier la regardent avec des yeux qui n'ont pas l'habitude de juger la précarité. Ils retiennent des refrains et créent des mélodies qui se mêlent aux histoires d'adultes, comme si la musique recousait les fissures. La guitare porte des autocollants, des égratignures et des signatures d'élèves. Elle raconte le chemin parcouru. Au-delà de la trajectoire individuelle, la nuit où une chanteuse des rues surprend le jury avec une voix à couper le souffle, a laissé une empreinte collective. Elle a déclenché des initiatives locales, provoqué des débats sur la responsabilité des médias et permis d'enclencher des dispositifs concrets d'accompagnement. Ce n'est pas une fin, c'est une étape. La réparation et la justice sociale demandent du temps, des engagements répétés et une vigilance citoyenne. Ce récit n'a pas voulu exhiber la misère pour l'émotion. Il a cherché à montrer la complexité des rencontres entre la vulnérabilité et le spectacle, entre l'aide authentique et la scénarisation. Il a mis en lumière que derrière un titre accrocheur se trouvent des vies, des décisions, des choix moraux qui engagent chacun. Les gestes de solidarité, quand ils sont réfléchis et pérennes, peuvent transformer un moment viral en trajectoire durable. Si cette histoire vous a touché, laissez un cœur, partagez pour donner de la visibilité à des initiatives qui accompagnent durablement les personnes en situation de rue, et consultez la description pour savoir comment soutenir le centre d'aide qui a accompagné Luna et d'autres artistes en devenir. Un geste même modeste peut participer à stabiliser une voix. Reste enfin l'image qui perdure, Luna debout sur une petite estrade, la pluie devenue souvenir, la guitare contre elle, entourée d'élèves qui égrènent des accords. Son regard ne cherche plus seulement une pièce dans une main pressée, il cherche des âmes prêtes à écouter et à construire. La voix qui, un soir, a coupé le souffle d'un jury, continue de légender des vies. Elle rappelle que la musique n'est pas un simple spectacle, elle peut être un levier. Que la dignité ne se vend pas, et que la réparation se construit pas à pas, avec patience, honnêteté et respect.